à tous, bienvenue et bravo, vous avez bravé les affres du RER, des bouchons et vous avez le sourire. Donc on va se défoncer pour vous. Je vous présente nos invités, Madame Marie de Smitter, responsable développement transport logistique au sein de l'AFNOR. Bonjour Madame de Smitter. Également avec nous Monsieur François Teinturier, conseiller fret auprès de la DGITM, Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités. Bienvenue. Également en plateau, Monsieur Denis Schumer, président de l'AUTF, vice-président du European Shippers également. Et nous allons avoir également comme participant Monsieur Weng Wang, économiste d'un think tank que je vous présenterai tout à l'heure pour des raisons de duplex. On aura son intervention enregistrée. Alors dans un contexte qui fait que les échanges, qu'on le veuille ou non, s'inscrivent dans une économie mondialisée, transport et logistique, comme vous le savez, sont déterminants pour le fonctionnement des métropoles, des territoires qu'elles irriguent, pour le commerce. Les flux de personnes, de marchandises doivent être organisés à plusieurs niveaux, entre les territoires, entre eux, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle internationale. La tâche n'est pas simple, hein, vraiment, pour les entreprises qui interviennent dans tous ces domaines. Elles exercent leur activité dans un contexte particulièrement concurrentiel et doivent répondre aux stratégies de développement des États et des attentes des populations. Et bien, dans ce cadre, les normes prennent tout leur sens. Il est important d'apprécier les conséquences des normes pour ces entreprises. Pour en parler, qui de mieux, effectivement, que Marie de Smitter, qui travaille et écrit les normes et les prépare tous les jours. Vous me disiez, finalement, ce secteur du transport et de la logistique, aujourd'hui, il n'a pas tellement de normes. On va y venir. Et puis quand même, tout de même, une petite présentation de l'association AFNOR que tout le monde connaît ou parfois croit connaître. Vous voulez bien nous éclairer ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à AFNOR, l'Association française de la normalisation. Nous, on parle de normes volontaires. C'est une précision qui est à distinguer de la réglementation. Et les normes volontaires, en anglais, ça se traduit par standard. C'est des entreprises qui veulent bien y participer, c'est ça que vous voulez dire, hein ? Exactement, voilà. Alors, une précision, la normalisation volontaire peut venir en soutien de la réglementation tout de même. Mais effectivement, les entreprises peuvent y participer. L'AFNOR, on est membre des instances européennes telles que le CEN, le CENELEC et l'ETSI, et internationales telles que l'ISO, l'IEC et l'IUT. Donc tout le monde connaît les normes, les principales normes phares, les 14001, 9001, 45001, qui sont déployées au sein des entreprises. Et donc, au sein d'AFNOR, on offre la possibilité aux acteurs économiques de participer à l'élaboration de ces normes internationales, qu'ils deviennent des référentiels au niveau international. Vous êtes allé un peu vite, mais c'est vrai que notre intitulé comprend le mot standardisation et j'aimerais bien qu'on explique un petit peu plus la différence entre standard et norme, hein, pour que ce soit bien clair, s'il vous plaît. Okay. Donc le principe effectivement, norme en anglais se traduit par standard. Le principe de la normalisation volontaire, au sens où nous on l'entend, c'est qu'on réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, du fournisseur jusqu'au client final, en passant par les prestataires, les études, les certificateurs, évaluateurs et les pouvoirs publics. Le principe, c'est l'ouverture, le collaboratif. Donc, tout le monde peut participer aux travaux de commission de normalisation. Le consensus, c'est-à-dire que les normes ne peuvent s'élaborer que si on a trouvé un consensus qui va réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans ces travaux. Monsieur François Teinturier, quand on parle souvent des normes, la première réaction, hein, ça paraît comme une contrainte, c'est embêtant. Et j'ai bien aimé parce qu'en préparant l'échange, en vous écoutant, il y a les idées de levier d'intelligence économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette interprétation ? Oui, et effectivement, donc, on a identifié le sujet de la normalisation comme étant un des piliers du volet intelligence économique, hein, de la stratégie nationale logistique, que je vous invite à relire, hein, donc l'action 1.2. Donc, pour indiquer, en fait, aussi, je pense que c'est l'occasion de dire où est-ce qu'on en est, en fait, globalement. Je vais prendre une anecdote, en fait. Hein. Vous voyez que dans d'autres domaines, au niveau européen, donc la stratégie de normalisation, enfin, l'enjeu de normalisation a été bien identifié, hein, donc avec la mise en place, sous l'initiative de Thierry Breton, ce qu'on appelle High Level Forum.
Et donc, en fait, s'est posé la question, alors qu'on venait de sortir la stratégie nationale logistique, donc en décembre 2022, et que donc on avait aussi les perspectives d'un nouveau chantier ISO sur la logistique innovative. Finalement, où est-ce qu'on en était? Donc, on a eu la question de est-ce qu'on peut en fait mettre en place un chantier d'intelligence économique justement par les normes au niveau européen? Réponse. C'est cinglante, ça permet de savoir où est-ce qu'on habite aujourd'hui, où est-ce qu'on habitait au mois de mars dernier. Un, on n'a pas forcément de projet en fait à porter. Et deux, on n'a pas de porteur. Donc ça démarre bien. Il y a du boulot. Alors, vous parlez d'intelligence économique, d'intelligence, je suis obligée de me tourner vers monsieur Denis Schoumer, bien évidemment. Et c'est vous qui connaissez parfaitement le secteur. Eh bien, j'ai l'impression que vous trouvez qu'il y a déjà pas mal de normes, vous, hein? Je vais faire un peu de pédagogie, en fait, parce que normes, on met beaucoup de choses derrière les normes. Pour moi, il y a deux choses. Il y a les standards et les normes. Quand on parle de la logistique, le gros problème, on en parle beaucoup à la ICTL en ce moment, mais depuis 10 ans, c'est les données, l'échange de données. Et là, effectivement, clairement, on a besoin de standardisation mondiale ou d'interopérabilité mondiale pour que les chaînes logistiques mondiales puissent mieux communiquer et être plus efficaces. Donc là, il y a un travail énorme à faire, mais ça ne passera pas forcément par des normes ou par l'activité de ISO et de l'AFNOR. Et puis, il y a tout ce qui est donc information non liée à des données, information qualitative principalement, où là, la normalisation permet d'interpréter finalement l'information que l'on reçoit, de la comprendre et de mieux l'utiliser. Interprétation sur des niveaux de qualité, niveau de maturité, par exemple sur les processus. Donc ISO 9000 qui était la plus répandue dans l'industrie et dans l'activité économique dans le monde, c'est clairement quelque chose qui permet de déterminer si une entreprise a les moyens de maîtriser sa qualité de service ou sa qualité de produit, la sécurité, etc. Donc sur la logistique, les attentes des donneurs d'ordre que l'on est, que je représente aujourd'hui, c'est de pouvoir connaître effectivement rapidement, identifier rapidement le niveau de qualité de service, le niveau de maîtrise de ces processus de service, puisqu'on s'adresse principalement, nous, en premier rang, à des prestataires qui sont des organisateurs de transport, 3PL, 4PL, des commissionnaires, des transporteurs routiers, ferroviaires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille dans certains pays, on n'est pas à reprendre l'ensemble de la connaissance du tissu et qu'on ait accès finalement à des labellisations ou à des reconnaissances portées par une norme et interpréter cette norme interprétant ces niveaux suivant les mêmes critères partout dans le monde. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux en France, au niveau européen, mais le commerce, vous savez bien que ça se joue au niveau mondial. C'est pour ça qu'on est allé solliciter un expert chinois, fait partie d'un think tank connu là-bas, the People to People Exchange Research Center at Renmin University of China. C'est monsieur Wang Wen, qui est Deputy Dean of Silk Road. Il va nous parler à la fois des nouvelles routes de la soie et de ces projets de développement de la Chine, parce que vous allez voir le lien. Écoutez, ces normes, c'est également un enjeu de compétition. Chaque continent veut imposer ses normes et on va voir ce qui se passe du côté français. Donc, je vous propose d'écouter monsieur Wang Wen. Merci pour votre invitation. Je suis allée en France au mois de décembre et j'ai découvert qu'en fait, les Champs-Élysées ont été recouverts. Et en fait, la rue a l'air beaucoup plus propre et cela a amélioré mon impression de l'infrastructure française. En fait, la construction de l'infrastructure a vraiment amélioré le pays et c'est une expérience importante au niveau du développement de la Chine. En fait, le proverbe le plus connu en Chine, c'est « afin de devenir riche, il faut d'abord construire des routes ». Et depuis 10 ans, d'ailleurs, le contenu clé de l'initiative La ceinture et la route a été de partager l'expérience réussite de croissance rapide de la Chine avec le monde et de fournir la capacité et l'investissement au niveau de la construction des infrastructures afin d'améliorer le niveau de l'interconnectivité mondiale. Au courant de la dernière décennie, on a vraiment progressé au niveau de la construction et aussi de l'architecture spatiale interconnectée 4 en 1.
qui comprend en fait la terre, la mer, le ciel et l'Internet. Au niveau des installations de transport routier, en Chine, la ceinture et la route et en fait des chemins de fer, des tunnels, par exemple le chemin de fer Mombasa-Nairobi, le train haute vitesse Jakarta, le pont en Croatie. Il y a au niveau des ports et aussi des aspects maritimes. La Chine et les pays de la ceinture et la route, ensemble, ont construit et ont exploité plusieurs ports et plusieurs itinéraires. Par exemple, le port à Pirée, le port à Gwadar, le port à Hambantota et le port à Colombo. Au niveau de la construction des aéroports, la Chine a signé des accords bilatéraux avec 104 pays de la ceinture qui a organisé des vols directs avec 57 pays. Au niveau des installations de réseau, la Chine et les pays de la ceinture et la route, ensemble, ont organisé d'autres projets, des câbles optiques, des satellites, des centres de données et d'autres projets. Par exemple, la route de la soie et le centre en Asie centrale, et aussi le câble optique entre la Chine et le Pakistan. D'une façon générale, ces projets se déroulent très bien. En fait, professeur Victoria Invasina et professeur Josh Lerner de Harvard Business School, ensemble ont écrit un livre qui s'appelle Patience Capital. Et en fait, ce livre raconte la logique théorique du désir de la Chine pour les investissements à long terme, afin d'assurer un développement durable. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la construction des infrastructures de la ceinture et la route ne fera pas face à des nouveaux défis. Actuellement, l'économie mondiale se trouve sous énormément de pression. Il y a des risques financiers qui augmentent, mais la solvabilité de certains pays réduit et les conflits géopolitiques sont fréquents. Les États-Unis a proposé de reconstruire un meilleur monde, le plan P3W, et l'Union européenne aussi a proposé le portail mondial. Et cela représente une tendance compétitive avec la construction d'infrastructures de la ceinture et la route. Mais en même temps, la Chine a confiance qu'elle pourra continuer afin de promouvoir la construction conjointe et comprendre les objectifs stratégiques de 2050. Tout d'abord, la Chine va renforcer la planification et la coordination, va assurer des projets scientifiques qui seront avantageux et efficaces. Et ce qui est encore plus important, la Chine espère pouvoir introduire des concepts très avancés et des technologies telles que la digitalisation, l'intelligence et l'écologisation afin d'assurer la capacité d'innovation et ajouter la valeur de la construction de l'infrastructure. Et deuxièmement, à l'avenir, la Chine va construire des projets afin d'améliorer l'image internationale et la réputation de la ceinture et la route. Et en même temps, la Chine espère pouvoir améliorer la responsabilité sociale et la protection de l'environnement, plusieurs projets. Promouvoir la réduction de la pauvreté, les aspects humanitaires, l'éducation, la formation. Et troisièmement, à l'avenir, la Chine espère ensemble construire un nouveau système de certification pour la ceinture et la route. Et d'une part, la Chine espère pouvoir aligner et reprendre à partir des normes internationales qui existent et des règles telles que les normes techniques, les normes de qualité et les normes de sécurité, les normes de protection de l'environnement, responsabilité sociale, etc. Et d'autre part, dans de nouveaux domaines tels que les aspects en fait écologiques de bas carbone, la préservation de la biodiversité et le traitement des déchets, la Chine espère pouvoir participer au niveau du développement de nouvelles normes plus raisonnables. Et c'est-à-dire la ceinture et la route représentent la contribution de la Chine au niveau du processus de ce pouvoir mondial qui évolue. La Chine n'a pas choisi des guerres étrangères, ni la course aux armes, ni la division du monde.
Mais la Chine avait espéré, au contraire, exporter d'autant plus au niveau commercial, les investissements, les infrastructures, la coopération. Et la France, d'ailleurs, était le premier pays, grand pays occidental, mes amis, afin d'établir les rapports diplomatiques avec le peuple de la Chine. Et la France, en fait, est un pays tout à fait préféré pour beaucoup de Chinois. Et l'initiative de la ceinture et la route est aussi, franchement, un projet qui veut coopérer avec la France afin d'assurer un monde de connectivité et de développement paisible, d'ouverture et à bas carbone et de développement durable. Voilà mon point de vue. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à nouveau. Merci. Voilà, c'est un petit peu difficile à suivre. Je vous remercie dès le matin de vous être plongé dedans, mais il y a de la matière quand même dedans. Bah, c'est vrai que je crois qu'il fête cette année les 60 ans de la reconnaissance de la Chine par la France, mais le sujet, c'est l'énorme, le commerce mondial. Et puis ce qu'on voit, je ne sais pas ce que vous en avez retenu, c'est qu'ils visent 2050. Quand ils parlent de stratégie, les Chinois, ils parlent de planification, ils parlent de coordination. Je ne sais pas où on en est en France, en Europe, où on a Global Gateway. Donc, Marie de Smetter, question un petit peu difficile, mais on sent cette volonté d'expansion de la Chine et la norme, ça fait partie des leviers. Hein. Exactement. La normalisation volontaire, c'est vraiment un levier d'influence pour la Chine au niveau international. Ils sont très forts dans ce domaine-là. Ils ont même mis en place des formations dédiées pour pouvoir mobiliser plus d'experts au niveau international dans le cadre des réunions qui se tiennent. Et pour aller dans le sens qui est présenté, la Chine, au niveau international, ISO, a proposé la création d'un comité technique, c'est notre jargon pour dire groupe de travail international, qui est dédié à la logistique innovante et qui intègre finalement tout le processus de distribution des produits, de la matière première jusqu'au détaillant urbain. Et dernière information de la semaine dernière, le domaine va s'étendre jusqu'au consommateur final, en fait. Donc c'est eux qui ont fait cette proposition de création de nouveaux comités techniques au niveau international. Et ils ont le secrétariat et la présidence de ce comité technique. Et puisqu'on parle d'influence, il est plus facile d'influencer les contenus des normes lorsque l'on a la plume et lorsque l'on anime les réunions. Donc il est important que les Français, qui ont toute leur, ils ont leur légitimité à participer à ces travaux internationaux, participent aux discussions au niveau international qui vont se lancer dès le mois prochain. Voilà. Donc on a reçu les documents de la Chine avec leur stratégique business plan et tous les enjeux qui ont été présentés, environnementaux, sociaux, technologiques, tous ces enjeux-là, on les retrouve dans ce stratégique business plan qu'ils souhaitent mener au niveau international. François Teinturier, rappelez-nous vos fonctions dans ces enceintes-là. Les formats, ils sont ouverts à ces réunions, parce que j'ai cru comprendre que ça intéresse également nos publics, les experts, les visiteurs ici, n'est-ce pas ? Donc effectivement, moi je suis donc conseiller fret auprès du directeur général. Donc dans ce cadre-là, j'ai animé la commission de normalisation qu'on a mis en place donc à travers suite au lancement d'une stratégie de normalisation mi-octobre dernier. Donc c'était face au constat que j'évoquais tout à l'heure. Donc moi ce qui est assez frappant, et je reviendrai sur ce qui a été dit par notre interlocuteur chinois, c'est l'approche globale en fait. Et en face de ça, ce qui rend l'exercice compliqué, c'est que on est compartimenté, nous. C'est très compartimenté, mais même en fait dans les instances, vous avez en fait un certain nombre de chantiers, de groupes de travail très fragmentés, et pas simplement sur le champ de la normalisation, parce que je suis aussi avec le ministère des Affaires étrangères, un autre chantier qui peut-être n'a rien à voir avec notre sujet, c'est sur la mise en place d'un document de transport multimodal négociable. C'est en fait travailler sur le champ du contractuel, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, en fait, qui fait écho en fait, à ce qu'on peut faire sur l'infrastructure ou sur les services ou sur le digital qui va avec. Donc la question, c'est comment en interne, État, ou en interne
France et ensuite inter-Europe, on arrive à se construire en fait une vision globale. Global Gateway peut être un des vecteurs possibles côté européen, ou le High Level Forum peut-être demain, en 2025, il y a une fenêtre de tir pour ça. Et donc en fait, ce qu'on a pris comme parti, c'est que dans un contexte où le niveau de maturité collective était quand même relativement faible, hein, donc c'est ce que j'indiquais il y a un an, donc on a ouvert en fait la commission de normalisation, ce qui n'est pas dans les habitudes, donc pour essayer justement de recueillir l'ensemble en fait des attentes ou des besoins des différents acteurs pour dire qu'est-ce qu'on aimerait trouver dans une stratégie de normalisation, quels sont les chantiers qui sont structurants de votre point de vue, sachant qu'en fait pour qu'ils puissent être ensuite prospérer, il faut qu'on arrive à mobiliser les acteurs. Et c'est là aussi où on a une petite difficulté, parce que pour répondre à la question de Marie, aujourd'hui on a cette séance de lancement, cette session de lancement au mois de mai donc, en Chine. Et pour l'instant on n'a pas de quoi mobiliser une équipe pour représenter la France. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire s'il y a des experts et des acteurs et des entrepreneurs qui veulent dire leur mot pour que la France ait un message à porter? Ils doivent vous contacter, vous, hein, soyons pratico-pratiques. C'est l'AFNOR qui doivent contacter. C'est votre mail, c'est ça? C'est mon mail. Oui. Effectivement, marie.desmiter@afnor.org. Effectivement, c'est AFNOR qui est le membre des instances ISO, donc ça va passer par AFNOR. Mais le principe, c'est d'avoir une coordination française en amont. Et donc, on invite les acteurs à participer à cette commission de normalisation pour exprimer leur point de vue, leur avis, leurs commentaires, sachant que le principe de la normalisation, c'est d'avoir des réponses à chacun des commentaires et des avis. Il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut s'exprimer. Alors là, j'allais dire, dans le secteur de la logistique, étant donné qu'il n'y avait pas de commission existante dédiée à ce secteur, on va être avec des nouveaux acteurs. Donc format ouvert. Alors, jusque-là, on était en format ouvert. Après, il y a des principes, il y a des règles. Et donc, on verra après. On verra après. D'accord. Format ouvert, moi je me tourne vers monsieur Denis Schummer. Hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine. Vous y croyez, vous, au fait que la Chine va imposer bientôt ces normes au transport, à la logistique comme au commerce mondial? Pratiquement pas du tout. Je suis d'accord qu'il faille faire de la veille sur ce comité. Mais aujourd'hui, quand on regarde la carte, la topographie des acteurs mondiaux du commerce international, on peut dire que l'Europe est bien placée. Les États-Unis, grâce à un poids lourd comme Amazon aussi dans la partie effectivement distribution logistique urbaine. La Chine, pas du tout. Je vous donne 3 exemples. 4 des plus grands armateurs mondiaux sont européens. Or, pour faire du commerce, il y a forcément un échelon maritime. Et en plus, ces grands armateurs sont en train de compléter leur segment maritime par des activités terrestres de plus en plus nombreuses. Regardez ce qui se passe avec CMA CGM, qui achète à tour de bras, pas seulement dans la presse et les médias, mais également dans les terminaux portuaires, dans la logistique, bien sûr, avec Jeffco et maintenant Bolloré. Donc, le cinquième armateur mondial, COSCO, il est loin derrière. Et COSCO a essayé, effectivement, qui est là aussi dans les terminaux portuaires et qui, à travers sa branche logistique, est bien sûr le premier organisateur de transport en Chine, a mis le pied effectivement au Pirée. Ils ont acheté le port du Pirée. Ils ont pris une participation dans Zeebrugge, mais maintenant avec l'alliance Zeebrugge-Anvers, ils sont complètement dilués. Ils ont été rejetés de Hambourg. Ils n'ont pas pu prendre le pied à Hambourg et surtout pas aux États-Unis. Ils ont parlé du port de Colombo aussi, mais enfin ils essayent partout, quoi. Alors, ils essayent dans les pays qui sont dans leur sphère d'influence, c'est l'Asie du Sud-Est, etc. Et donc, moi, je suis président d'une association mondiale de chargeurs où on a avec nous le Vietnam, la Thaïlande, etc. et Hong Kong. Et on voit bien qu'ils ont intérêt à investir, pas seulement dans les infrastructures, mais effectivement dans les relationnels avec les opérateurs logistiques et bien sûr les producteurs, puisqu'ils sous-traitent de plus en plus pour éviter l'interdiction des États-Unis et de l'Europe à beaucoup de production, parce qu'il y a beaucoup de production en Chine pour différents problèmes que vous connaissez. Donc je pense que tant qu'on maîtrise ces échelons maritimes, aériens aussi, et qu'au point de vue terrestre, certes, il y a la One Road, One Belt avec des voies ferroviaires, etc., fortement subventionnées par la Chine. Hein. On va voir quand ils arrêteront. Ils ont baissé leur niveau de subvention.
Ils les ont arrêtés pendant la crise Covid, puisque le maritime coûtait tellement cher qu'il n'y avait plus besoin de subventionner. Le ferroviaire a pu remonter ses prix. Mais ce n'est pas parce qu'on a une norme sur les transports ferroviaires ou, comme le dit François, un contrat intermodal qui sera l'équivalent du connaissement maritime, hein, qui va permettre de porter la responsabilité de la marchandise sur le transporteur de façon à ce qu'il soit en capacité éventuellement d'exercer des actions vis-à-vis de cette responsabilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le transport ferroviaire européen et mondial. Ce n'est pas parce qu'il y a une norme là-dessus qu'il n'y aura pas des problèmes politiques, il n'y aura pas des problèmes techniques, il n'y aura pas des problèmes sur cette ligne. Donc, je veux dire, sur le ferroviaire, ils ont aidé, ils aident, mais ce n'est pas pour ça qu'ils exercent une hard, une soft power. Et sur la route, aujourd'hui, l'Organisation internationale de la route, elle n'est pas du tout entre leurs mains, elle est plutôt entre les mains de l'Europe centrale, de l'Asie centrale, tous ces pays-là qui ont largement subventionné le IRU, ça s'appelle International Road Union, à travers les carnets TIR. Vous savez, ces certificats qui permettaient de passer les frontières parce que les douanes des différents pays savaient que s'il y avait un problème de falsification, ils pourraient se retourner vers une cagnotte qui assure et finalement qui aurait assuré des paiements qui n'auraient pas été payés par les transporteurs ou par leurs clients. Voilà, donc aujourd'hui, sur la Chine, c'est plutôt une nation qui cherche à exercer son soft power et son hard power sur sa zone d'influence économique. Mais en Afrique, eh ben, ils sont en train de se retirer parce que les pays sont trop endettés pour rembourser. Il faut voir l'état de la logistique terrestre en Afrique. Hein. Pour je vous encourage à aller voir, parce que le port d'Abidjan, les ports, etc., qui sont maintenant chez CMA-CGM, ils étaient Bolloré Logistique, maintenant ils sont CMA-CGM. Très bien, ça marche à peu près, mais derrière, 10 km après, la route, elle s'est effondrée, il y a plein de nids de poules, etc. Et sans compter le passage des frontières pour les pays enclavés, où il faut graisser la patte, etc. Donc là, à mon avis, c'est hors de portée pour eux. L'Europe, on va faire des connexions sur le ferroviaire, et c'est très bien. Sur la route, on va continuer à travailler avec eux sur des échanges, etc. Mais tant qu'ils ne sont pas puissants dans le maritime, et ils sont mal partis pour l'être, on a quand même une sacrée barrière. Je vois que vous n'êtes pas du tout victime de la paranoïa vis-à-vis de la Chine. Alors, Marie De Smetter, je vois que vous vouliez rebondir. Je vous donne la parole. Attendez, sur ce plan-là, hein, parce que si vous voulez qu'on parle de Taïwan, c'est autre chose. Hein. D'accord. Non, pour rebondir ce que disait Monsieur Denis Schumer sur le maritime, il y a en ce moment aussi une proposition chinoise sur les services liés aux ports en fait et les villes portuaires. Donc c'est une nouvelle proposition qui est arrivée, entre autres. Voilà. Il y a une proposition toute. Avec le micro, Monsieur Schumer. Ouais. Oui, tout ce qui est constructif, qui nous aide effectivement à nous améliorer. Mais de là, très bien, ça va nous pousser. Et on a besoin d'être poussé, certainement, d'être chahuté. Nous, à l'UTF, on est tout à fait d'accord pour ça, European Shippers. Mais de là à dire que ce sont des instruments de puissance, moi, je mets un point d'interrogation. Voilà. Enfin, on met un point d'interrogation, je ne suis pas le seul. Monsieur Teinturier, vous voyez quand même des pays qui cherchent à imposer leur vision du monde par les normes. C'est ce que vous voyez. On peut parler des Américains aussi, peut-être, non ? Oui, effectivement, ça a été dit. Donc, je pense que selon les sujets, il faut être vigilant. Et donc, en fait, on met en place un réseau aussi avec le ministère des Affaires étrangères pour justement avoir un dispositif de veille un peu plus, je dirais, consistant avec les représentants dans les ambassades, et à la fois sur la partie plus défensive, mais aussi proactive. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut aussi avoir des partenariats. Je pense avec des acteurs comme le Japon ou la Corée du Sud. On l'a vu en fait sur les questions de logistique urbaine, par exemple, hein, où on a un certain nombre d'acteurs qui sont aussi très présents. Enfin, vous avez vu le professeur Eric Ballot de l'École des Mines, par exemple. Moi j'insisterai sur un point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et c'est un petit peu un des messages que je voulais faire passer aussi à l'occasion de cette conférence, c'est qu'on peut avoir l'impression que la normalisation est une affaire comme de spécialistes. Et effectivement, ça l'est. Mais simplement, ça a tout son sens si on arrive à faire les connexions avec les autres activités. C'est pour ça qu'on en a fait un des piliers de la stratégie nationale de la logistique. Et ça veut dire qu'il faut créer les relations entre le monde de la normalisation, mais aussi le monde de l'innovation. C'est aussi un moyen en fait, de rendre possible ou faciliter le déploiement. Et donc il faut aussi trouver des alliés. Et ce qui est assez frappant dans ce contexte, par rapport à... C'est pour ça que le High Level Forum peut avoir aussi un enjeu, c'est qu'au niveau de la normalisation européenne, chaque pays d'Europe compte pour une voix.
Simplement, aujourd'hui, quand vous voyez les positions des Allemands par rapport à ce qu'on a pu défendre, voilà, il n'y a pas forcément d'alignement. Donc, même dire que, donc, il y a une question de comment, en fait, on identifie des sujets d'intérêt commun, comment, en fait, ensuite, on crée les espaces pour en discuter au niveau européen. Force est de constater que le comité de normalisation européenne dans le domaine de la logistique, il est quasiment en encéphalogramme plat, donc il est en train de voir comment le réactiver, être présent. Donc c'est une phase de remise en mouvement. Et comment, une fois qu'on a posé ce cadre-là, eh bien, on est capable de le faire prospérer, faire les connexions entre les enjeux de fond qu'on identifie, on parlait du langage par exemple, ou les révolutions possibles du conteneur urbain, des choses comme ça. Donc, quels sont les chantiers à fort enjeu sur lesquels on peut être proactif? Il faut aussi être présent en réactif. Et comment en fait on s'inscrit dans la durée, parce que c'est aussi ce que je retiens du message aussi de nos amis chinois, c'est qu'on voit bien qu'on a eu du mal à démarrer, mais il ne faudrait surtout pas que voilà, on ralentisse. Donc il faut vraiment qu'on sélectionne les sujets sur lesquels c'est prioritaire pour nous. Alors pour nous, c'est du point de vue des politiques publiques, mais aussi surtout les acteurs privés, donc en mode individuel ou collectif, et comment on s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on met en place des dispositifs qui vont permettre de capitaliser, consolider donc dans la durée nos actions et les brancher avec les autres activités, innovations notamment. Oui, monsieur Schumer. Oui, il ne faut pas tout attendre des actions gouvernementales. Enfin, la norme ISO 14083 qui vient d'être révisée, elle a été concoctée grâce à une action européenne portée par le Smart Freight Center depuis 8 ans qui s'appelle le GLEC, Global Logistic Emission Committee, Council. Vous voulez rappeler ce qu'elle recouvre pour ceux qui ne sont pas totalement réveillés éventuellement? Eh ben, c'est une norme qui permet de mesurer d'une façon normée maintenant les émissions du transport de voyageurs et surtout de marchandises, bien sûr, et qui s'intéresse donc à la méthodologie pour qu'il y ait le maximum de données réelles qui remontent depuis les transporteurs jusqu'aux clients finaux, et surtout qui aussi, donc avec un certain nombre avec une méthodologie qui on passe par bien sûr les facteurs d'émission, les émissions, la consommation et l'intensité de consommation, formule classique, qui met en place le fait qu'il faut également mesurer la partie well to tank et pas seulement tank, donc du puits au réservoir et pas seulement du réservoir à la roue. Et en maritime, ça marche aussi en anglais, c'est well to tank and tank to wake jusqu'au sillage maritime aérien. Et donc, maintenant, tous les acteurs mondiaux qui se travaillent sur plusieurs pays doivent utiliser cette norme, puisqu'ils vont pouvoir avoir enfin la même méthodologie de mesure de leurs émissions de transport dans différents pays, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, c'était une initiative européenne qui est devenue maintenant une norme mondiale. Donc, il faut trouver d'autres sujets sur lesquels, comme ça, on peut impulser quelque chose au niveau européen. Mais bon, François le sait bien, faisons la différence entre normalisation, standardisation et interopérabilité. Les trois sont nécessaires, mais il ne faut pas confondre et il ne faut pas avoir des actions de type normalisation pour travailler sur l'interopérabilité. Marie de Smetter, est-ce que tout ça, ça va nous aider à aller vers un langage universel de la logistique? On a l'impression qu'il y a tellement d'acteurs qu'il faut des normes pour chacun, tout le monde ne fait pas la même chose, et après il y a les frontières, pas facile. C'est pas facile, effectivement. Je vais peut-être plus laisser François Teinturier, puisque c'est un projet qui a émergé dans le cadre de discussions côté normalisation. Mais je laisse François s'exprimer sur le. Prenez le micro, monsieur Teinturier. Avec plaisir. Effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, effectivement, la problématique, c'est qu'on voit qu'on est dans un environnement logistique, un écosystème extrêmement éclaté. Donc, certains acteurs qui ont réussi à se constituer en des collectifs, comme par exemple les acteurs de IATA, du monde aérien, ont réussi à développer un langage. Et une fois qu'ils ont un langage commun, ils ont en fait toute la règle de développement d'application qui est extrêmement fluide. La question, c'est est-ce qu'on peut en fait arriver à faire l'équivalent sur l'ensemble de l'activité de la logistique avec des acteurs très divers, aussi divers que le transport routier, les gestionnaires d'entrepôts. Donc comment en fait définir un cadre qui permet en fait cette interopérabilité? Alors après je rebondis sur ce que disait Denis, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui relève dans tout ça d'un cadre normatif qui peut ressembler à une norme ISO? Qu'est-ce qui relève plutôt la définition de standards qu'on peut trouver en fait par exemple sur les standards du W3C, sur les règles de fonctionnement d'Internet pour la mise en réseau de ces différents acteurs, et ces acteurs, qu'ils soient logistiques ou qui travaillent sur l'industrie, quelque part ils ont besoin des mêmes sujets, donc il n'y a pas besoin de développer des standards. Donc la question c'est qu'est-ce qui manque pour pouvoir faire ça?
Donc, on a identifié ce chantier comme le chantier prioritaire des travaux de la stratégie de normalisation qu'on doit finaliser dans les tout prochains jours. Mais c'est toujours un sujet work in progress. Et donc, en fait, c'est comment ensuite on met en mouvement le collectif une fois qu'on a identifié ce chantier-là. Parce qu'effectivement, c'est pas sur une bonne partie de ces sujets, ou la majeure partie, ça ne relève pas des acteurs publics. En revanche, quand il s'agit de développer des communs, il y a un moment, dire comment on peut aider, créer les conditions pour qu'en fait, ces initiatives puissent se transformer et trouver pour ça des porteurs. Parce qu'en fait, les projets qui sont identifiés, c'est ce qu'on a dit clairement dans le cadre de la commission de normalisation, les projets ne peuvent prospérer que, si on a bien compris ce dont il s'agit et on a bien identifié le périmètre précis sur lequel il est pertinent de faire la normalisation. Pour que ça marche, il faut aussi l'accompagner d'autres actions qui vont faire que ça va vraiment pouvoir prospérer dans la vraie vie et sur le terrain. Et pour ça, il faut qu'on ait des porteurs. Donc on ait des experts qui défendent en fait ces sujets dans les instances. Mais j'insiste bien sur les périmètres dont on aura en fait défini les contours. Et c'est en fait aussi pour nous le premier chantier sur lequel on va pouvoir tester une approche proactive, sachant qu'il faudra toujours aussi dégager des ressources pour pouvoir être en réaction par rapport à toutes les initiatives qui peuvent venir de droite et de gauche sur la normalisation. Ça, c'est le travail aussi de l'AFNOR. Les instances européennes, elles vous aident un petit peu. Je sais que Thierry Breton est très occupé avec différentes ambitions en ce moment. Le High Level Forum, je ne sais pas ce que ça a donné. Je veux dire, voilà, déjà au niveau français, on essaye, j'ai bien compris, de construire un argumentaire, une feuille de route. Mais est-ce que l'Europe, elle ne pourrait pas vous aider un petit peu plus là ? Alors clairement, et là on peut en fait s'appuyer sur le retour d'expérience parce qu'on a des discussions très régulières avec notre délégué ministériel aux normes qui justement travaille elle sur un des forums, je puis dire sur, je crois que c'est la ville durable. Donc en fait on a déjà des exemples de comment ça fonctionne, ce que ça peut apporter. Le problème c'est d'arriver à avoir une taille critique, d'avoir les sujets, les messages qu'on veut faire porter, d'avoir créé les conditions en amont pour que ça puisse fonctionner. Donc ça veut dire en fait trouver une cartographie un peu des acteurs, des partenaires possibles pour que ça puisse prospérer. Et là, ce qu'on a en perspective, c'est que voilà, dans le nouvel agenda européen, il y a une fenêtre de tir pour repositionner le sujet logistique dans l'agenda de 2025. Voilà. Je voulais faire une petite incise parce qu'on parle des normes, ça peut paraître abstrait, mais je ne sais plus lequel des deux m'avait dit le conteneur, par exemple, il est issu d'un travail de normalisation. Je trouve ça intéressant de raconter ça parce qu'à un moment, c'est des applications concrètes et finalement, c'est bien d'avoir ces réflexions stratégiques, mais il faut se rendre compte que dans le quotidien des logisticiens, ça va donner quelque chose. Vous voulez bien nous raconter un petit peu cette histoire du conteneur ? Effectivement, dans le secteur de la normalisation de la logistique, il existe déjà des comités techniques, notamment sur les containers. C'est l'un des premiers comités techniques internationaux sur la logistique, justement pour favoriser l'interopérabilité entre les acteurs. On est vraiment sur cette notion d'interopérabilité. Faciliter les échanges. Et donc, sur les conteneurs, il y a déjà des comités techniques internationaux. Et la France a notamment les secrétariats, puisqu'on parlait d'influence, la France a notamment le secrétariat de sous-comités au niveau international. Et on essaye de maintenir ce niveau d'influence au niveau international. Voilà. Après, il existe aussi d'autres comités techniques dans le domaine de la logistique qui sont plus orientés produits. C'est-à-dire que là, le sujet qui arrive est vraiment sur l'ensemble du processus, mais il existe déjà des normes également sur les emballages, les chariots de manutention. Il existe déjà des choses au niveau international. Merci pour la précision. Monsieur Denis-Schumer, je voulais rajouter quelque chose. Oui, moi je suggère une norme. C'est normer le pourcentage d'air maximal contenu dans n'importe quel colis. Voilà. Là, ça pourrait être suivi au niveau... Qu'est-ce que vous avez comme idée derrière la tête ? Vous savez très bien que quand on reçoit des colis de e-commerce, il y a un gros pourcentage d'air masqué par ces espèces de ballons gonflés ou ces bouts de polystyrène. Voilà, donc on travaille dessus, mais c'est quelque chose qui pourrait être normé. Certes, on travaille aujourd'hui sur des normes en Europe, sur des idées qui pourraient devenir des normes. La Smart Box, c'est-à-dire ce petit plateau, cette petite caisse qui va permettre de mettre différents petits colis, mais qui sera normé de façon à ce qu'on puisse occuper de la façon la plus raisonnable possible à la fois les palettes, les chaînes, les convoyeurs qui apportent ces colis et qui apporteront ces Smart Box. Donc il y a des travaux là-dessus. Le conteneur, effectivement. Mais après, il
il y a un arrêt. Par exemple, le conteneur, ça fait 20 ans qu'on réclame que les conteneurs puissent être, ne soient pas individualisés, parce qu'aujourd'hui, chaque compagnie maritime a ses conteneurs, et il est hors de question qu'elle les prête, qu'elle les loue à d'autres, enfin, sauf cas très particuliers. Au point que, et ça, c'est pas très vert, CMA, CGM, vous lui faites venir un conteneur, vous êtes un importateur, vous le déchargez à Romorantin, et il est vide. Et il y a un client de MSC qui a 10 km de vous, qui est un exportateur qui pourrait l'utiliser pour exporter son produit. Eh bien non, le conteneur vide, il va revenir au Havre et MSC va envoyer un conteneur vide du Havre chez l'exportateur pour qu'il le remplisse et qu'il le renvoie. En gros, c'est ça. Bon, il y a des dépôts au centre du pays. Donc, malgré les normes sur les conteneurs, sur les volumes des conteneurs, etc., on n'est pas allé jusque-là. Voilà. Donc il y a du travail à faire, mais souvent c'est l'initiative privée qui amène à la norme et pas le contraire. Et donc il faut encourager les initiatives privées. Et après, il faut que la norme, elle rattrape. Et par exemple, j'ai cité 14083, ils vont avoir à rattraper parce que qu'est-ce qui faisait la norme jusque-là? C'est Carbon Disclosure Project, c'est Science Based Target, etc. C'est des systèmes mondiaux qui avaient imposé les méthodologies. Donc il faut maintenant que tout ça s'aligne. Marie de Smetter, quelle pertinence vous donnez à ces projets de normes? Non, j'adhère. Non, j'avais envie de rebondir sur la proposition de normes, typiquement sur la quantité d'air, le volume d'air maximum au sein des colis. Et pour compléter ce que vient de dire M. Schumer, sur l'emballage, par exemple, il y a une réglementation qui va changer. Et donc, il y aura des demandes de normalisation qui seront faites par la Commission européenne derrière pour que la normalisation évolue dans ce sens, en fait. Donc, il y a les initiatives privées et aussi les initiatives publiques qui vont s'appuyer sur la normalisation pour faire avancer, lever les innovations et aider au développement. Monsieur Teinturier, qu'est-ce que ça vous suggère? Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la norme est qu'un petit un bout du sujet, donc il faut avoir une vision un peu plus globale, et on voit qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins mûrs. En fait, ce qu'on essaie d'attraper en fait, par rapport à des sujets comme ceux-là, c'est de dire finalement, on a plusieurs niveaux de maturité dans nos réflexions, dans les travaux qu'on a en fait, consolidés ces dernières semaines. Ce qu'on voit, c'est que voilà, il y a des sujets donc, qui ont été pratiquement au bout. En fait, sur la norme de calcul des émissions de gaz à effet de serre, c'était évoqué. On peut pratiquement passer dans un dispositif même automatique derrière. Donc, en revanche, on a vu sur le langage, on est pratiquement à un niveau de maturité qui permet d'eux. En revanche, on a d'autres sujets. En fait, on voit bien qu'ils sont devant nous. On pressent bien qu'il va y avoir besoin de normalisation. Par exemple, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, en fait, et la supply chain qui va avec. On dit, mais oui, là, on n'est pas encore en mesure de préciser dans le détail un peu les contours, d'où l'idée en fait dans les travaux qu'on mène d'avoir certes une stratégie ou une feuille de route qu'on va valider là dans les jours qui viennent, mais d'avoir quelque chose qui soit évolutif en fait et qu'on actualise tous les ans pour voir en fait dans quelle mesure certaines idées ont été affinées et donc on voit mieux finalement l'enjeu de la normalisation pour l'efficacité d'un processus plus globalement. Vérifier aussi au passage que, en termes d'étude d'impact, si on normalise ou on norme un morceau du sujet, en fait, pour le reste des acteurs qui sont susceptibles d'en bénéficier ou d'être impactés, il n'y a pas de difficulté ou d'effet secondaire particulier. Et donc, pour pouvoir en fait enclencher comme ça un dispositif où on peut embarquer plus globalement les acteurs et de bien intégrer la normalisation, et aussi au passage les leviers de standardisation avec d'autres acteurs. Donc typiquement on voit des enjeux de localisation. Ce qui est assez frappant, c'est quoi? Il y a des sujets qui existent et qui répondent à un besoin. Localisation, par exemple des sites de livraison, ça existe. Il y a un référentiel de GS1, GLN, mais c'est pas adopté. Donc en fait partout, loin de là. Donc si on a encore des problèmes de localisation, qu'est-ce qui fait que finalement on arrive à rapprocher une offre et une demande? Donc l'idée c'est un petit peu de voir comment collectivement on peut arriver à vulgariser ces sujets et faire en sorte que des besoins ou émergents que les uns et les autres peuvent avoir trouvent un écho, parce qu'en fait il y a un lieu qui est identifié pour le récupérer, pour dire voilà, comment en fait on peut orienter les sujets
et en fait les faire prospérer pour ceux qui sont en fait pertinents dans le risque de la normalisation dans le dispositif du comité de normalisation, puis les autres renvoyés sur d'autres espaces. C'est un petit peu l'ambition qu'on a, donc en s'inscrivant, j'insiste là-dessus, sur une logique qui s'inscrit dans la durée. Voilà. D'un côté, il y a cette recherche, cet appel vers des normes. Monsieur Tintellier, je reviens quand même vers vous un instant. Comment on trouve l'équilibre entre être trop standardisé ou trop bridé aussi? Oui, ça c'est en fait, surtout en ce moment, vous avez bien vu qu'il y a... Vous avez cette prise de conscience. Voilà, on a un petit sujet, je pense, vis-à-vis des normes. Alors, finalement, il y a les bonnes normes, on l'a vu, les conteneurs, il y en a qui sont peut-être moins pertinentes, en tout cas, vu de certains acteurs, parce que sinon, qui l'ont poussé, c'est qu'il y avait certainement un intérêt. Donc, la question, c'est en fait de savoir justement comment en fait prioriser et identifier les sujets qui sont en fait les plus pertinents. Donc là, il y a un travail, je pense qu'il y a un dialogue à faire avec l'écosystème pour voir finalement... Donc, parce que là aussi, on a un problème de ressources, de capacité à suivre ou à pouvoir encourager ou pousser les sujets. Donc, moi je vois dans les sujets sur le langage, par exemple, c'est dans quelle mesure il y a des choses qu'on peut rendre génériques et donc qui peuvent aider en fait à gagner du temps sur beaucoup de sujets, et d'autres qui vont rester dans des niches sur lesquelles il peut y avoir des spécialisations particulières, mais avec un écosystème qui, lui, saura mieux appréhender les enjeux pour lui. Quand on est sur une matière dangereuse, chimie, bon voilà, c'est un écosystème, les acteurs qui sont dans ce système-là sont les mieux placés pour appréhender les enjeux, donc, et jusqu'où il faut aller pour que ça reste efficace et ça ne soit pas trop une contrainte. Mais effectivement, c'est un équilibre permanent, parce qu'avec des forces en présence qui ne sont pas toutes alignées, entre les enjeux d'environnement, l'efficacité économique, il y a forcément, et puis le curseur peut bouger au fil du temps. Vous avez, Madame Mariette de Smetter, cette prise de conscience aussi que faire en sorte que les acteurs puissent se développer. Tout à fait. La normalisation, ça peut aussi être un moyen de se développer, en définissant les niveaux d'exigence, les niveaux de qualité, de sécurité, de confiance dans les produits ou les services. Voilà, simplifier, l'interopérabilité, c'est des mots qui font partie de notre, de notre quotidien. Et donc, la normalisation peut être un moyen justement de se développer sur un marché, que ce soit au niveau national ou européen et international. Ça peut être un moyen finalement de s'imposer comme un acteur de référence sur un marché. Oui, monsieur Deschoumer, vous ne vous sentez pas trop bridé là justement alors? Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. La normalisation comme force de progrès continu dans l'entreprise, oui. La normalisation pour comprendre, connaître ce qu'on achète, service ou produit, oui. Mais attention à la normalisation qui met la barre trop haute. On aime bien la normalisation qui prend peut-être les précurseurs, le top 10 de 10% d'une certaine catégorie de prestataires ou de fournisseurs. Mais si on met la barre trop haute en disant dans 3 ans, il faudra que telle norme soit applicable, etc., et que personne n'y est pour l'instant tout près, c'est très dangereux. Et dans le domaine des services, c'est très dangereux. Prenons un exemple, on pourrait imaginer qu'un jour on dise, ben voilà, pour avoir la certification de commissionnaire de transport, il faut que vous ayez tel outil informatique, parce que c'est un outil qui vous permettra de recevoir des données, de donner des données à vos clients, etc. Voilà. Est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable? Mais c'est sûr que ça serait un sacré progrès dans la logistique. Parce que bon, les normes pour les produits, c'est facile à définir. Pour les services, bonjour. Donc voilà. Arrêtez de se mettre un rebond. Ouais, c'est vrai que le mot norme est quand même galvaudé. Il y a souvent. Amalgame quoi. On fait souvent un aval. Enfin, on utilise souvent le mot norme pour aussi justement les normes législatives. Et donc, il faut bien distinguer le volontaire, des normes législatives. On a le même mot. Et bon, c'est pas toujours évident de s'y retrouver aussi. Ça me fait de la peine, Monsieur Tintellier, je reprends un terme que vous m'avez dit. Vous m'avez dit sur le comité de normalisation européenne, le comité est en mort cérébrale. Vraiment, vous êtes sur des sujets pas faciles, mais qu'est-ce qui manque? C'est la volonté politique, c'est un manque d'information, les gens ne sont pas au courant que ça se joue maintenant? Effectivement, par exemple, par rapport à la création du nouveau comité technique ISO qu'on a mentionné, on a bien vu que les réactions étaient assez différentes, mais plutôt, voire assez indifférentes d'une certaine façon aussi, dans les autres pays. Et donc, ça interpelle sur le fait que finalement, on dit, est-ce que c'est l'échelon européen qui est considéré comme inadapté sur ce sujet qui est plutôt globalement, plutôt mondial? On n'est pas persuadé. En tout cas, on estime qu'il y a vraiment un enjeu
à ce que ce niveau européen soit davantage utilisé, parce que ça sera aussi un levier pour qu'on soit plus efficace au niveau mondial, comme j'ai indiqué, par le fait que par le jeu des votes, on a la possibilité d'avoir un poids peut-être beaucoup plus important, parce que l'Union européenne, c'est pas une voix, c'est en fait, ça peut être potentiellement 27 voix si on a des pays qui sont présents. Et donc, à notre échelle, ce qu'on essaie de voir, c'est dans quelle mesure, en fait, au niveau français, on peut aussi reprendre l'initiative sur ce sujet-là. Là encore, ça ne se fait pas dans le vide, c'est-à-dire que ça ne peut marcher que si on a fait partager un intérêt, qu'on a des chantiers. Donc ça rejoint le sujet du High Level Forum. Peut-être qu'il faut commencer par là pour redonner cette impulsion politique. Mais là encore, l'impulsion politique, elle ne viendra que si on a les projets. D'où l'idée de ce travail de stratégie de normalisation, de dire finalement quels sont les sujets vu des acteurs privés, hein, donc, qui paraissent en fait, qui sont structurants, sur lesquels justement on aurait des initiatives à prendre pour notre efficacité, pour notre souveraineté, et ce qui peut fonctionner au niveau français, dans quelle mesure en fait tous ces sujets-là pourraient tout à fait être aussi portés au niveau européen. Donc c'est cette mise en mouvement donc, que l'on organise, et ce qui me semblait intéressant, c'est justement d'avoir déjà quelques grains à moudre pour pouvoir tester, mettre en mouvement la mécanique en ayant des objets très concrets à pousser avec des acteurs, des porteurs donc, qui sont derrière. Donc on va pouvoir en faire monter au niveau européen derrière, dans la foulée. Merci. Un petit mot de conclusion, Marie Desmetter ? Écoutez, en conclusion, mobilisez-vous. Voilà, on voit qu'il y a des chantiers qui vont arriver, que ce soit au niveau national, parce que comme l'a dit François, hein, il l'a très bien dit, on a cette volonté d'avoir des sujets que l'on souhaite promouvoir, sur lesquels on considère que les acteurs ont un réel savoir-faire, ont vraiment des choses à mettre en avant. Mais également les sujets qui vont arriver au niveau international. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont bouger et vraiment c'est le moment de se mobiliser pour faire entendre sa voix, puisque chacune des voix est entendue dans le principe de la normalisation volontaire. Et que la France a tout intérêt à être présente au niveau international pour ne serait-ce que suivre ce qui se passe, avoir une veille sur les prochaines tendances, mais également faire entendre sa voix. Je pense qu'on a des choses à dire aussi au niveau international. Monsieur Schumer, d'un côté, hein, c'est vrai, on se l'était dit, en Europe, en France, on régule déjà beaucoup. Parfois, on dit, sur tout sujet, les États-Unis innovent, la Chine se développe, on régule. Bon, parfois, il y a besoin quand même. Hein. Oui, non, écoutez, l'Europe est reconnue effectivement comme le premier régulateur et souvent le précurseur, et derrière on suit. On voit pour les données personnelles, on voit pour le Digital Service Act qui vient de se mettre en place. Donc, notre réaction à nous, utilisateurs des services logistiques, c'est dire c'est intéressant ce qui se passe. Il faut que la France, c'est un peu comme au poker, hein, il faut qu'on suive, mais on ne va pas faire tapis. Hein. Si les Chinois font tapis, moi ça m'étonnerait, on verra. S'ils mettent tout le paquet là-dessus, je vois pas comment, nous on ne voit pas comment aujourd'hui ça pourrait leur être utile, mais ils cherchent des petites influences pour montrer aussi à leur gouvernement que voilà, le soft power, ça marche un petit peu. Donc, il faut suivre. Et je me permets rapidement, si on a encore quelques minutes, vous venez de parler du mot de données, c'est quand même hyper important, parce que qui dit échange, vous avez besoin de matière, bien évidemment, pour bâtir cette feuille de route, c'est-à-dire partage de données. Je crois que M. Denis Schumer, là aussi, vous êtes quand même conscient de la difficulté de préserver ces données. Là aussi, il y a des risques. Un petit mot là-dessus, quand même. Oui, mais il y a les outils aujourd'hui, François le sait bien, hein, il y a les outils pour protéger les données. Le problème maintenant, c'est plus un problème psychologique. Et puis, ces plateformes qui vont collecter, protéger les données et les restituer uniquement aux personnes qui ont besoin de tel type de données ou tel autre, eh ben, il faut qu'elles trouvent leur maturité et leur business plan pour pouvoir prospérer, parce que ce sont des services qui ne rapportent pas beaucoup ou rien du tout, et il faut trouver comment ramener de l'argent ailleurs. Merci beaucoup. Vous avez compris, j'imagine que la logistique, c'est vraiment un des éléments de souveraineté économique, industrielle, notamment dans ce contexte très concurrentiel. Et vous voyez qu'il y a des experts attentifs à préserver les intérêts des acteurs français et européens pour leur permettre de se développer. Je crois qu'on peut les applaudir. Il y a plus de 20 000 experts impliqués à l'AFNOR en France dans l'élaboration des normes volontaires, vous l'avez compris. Mais pour le transport et la logistique, c'est Madame Marie Desmetter et c'est
pensez, si vous avez des desiderata, des réflexions, je crois que c'est le moment pour que la France ait un message à porter. On peut applaudir nos intervenants et merci également Monsieur Teinturier pour votre concours.